Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui comment est-ce qu'on a intégré une démarche DevOps au sein de la R&D de Content Square. Je m'appelle Bastien Semaine et je suis manager de l'équipe plateforme. Pour vous donner un petit peu de contexte, Content Square, c'est donc un logiciel qui fournit une analyse de l'expérience utilisateur en mode SaaS. Pour ce qui nous concerne, c'est du big data. Aujourd'hui, Content Square traite entre 3 et 4 millions de page views par jour, ce qui représente à peu près 3 milliards d'events collectés par jour. Depuis sa création, Content Square a une croissance de 100% par an. Aujourd'hui, on est plus de 200 personnes et on maintient cette croissance. Au niveau de la R&D, c'est une croissance de 50% sur l'année passée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est déjà plus de 40 personnes à la R&D et on a besoin d'un socle organisationnel solide pour ne pas perdre en vélocité. Tous ces chiffres-là, malgré tous ces chiffres-là, Content Square aujourd'hui reste une start-up, ce qui veut dire qu'on a une roadmap très serrée et très changeante, ce qui est typique de toutes les startups. L'intégration de la démarche DevOps, Content Square l'a amorcée en 2016. Début 2016, la R&D était constituée de deux équipes. La première, c'est l'équipe back-end, qui s'occupait de toute la partie pipeline ainsi que de gérer l'infrastructure. Et la deuxième, l'équipe application, qui s'occupait donc de l'application et qui remontait ses besoins d'infrastructure auprès de l'équipe back-end. La solution la plus logique que Content Square a choisie à ce moment-là, c'est de couper son équipe back-end en deux, de créer d'un côté une équipe de data engineering et de l'autre une équipe plateforme. Donc, l'équipe plateforme s'est retrouvée avec des anciens membres de l'équipe back-end, qui étaient principalement des développeurs. Et à Content Square, la méthodologie la plus utilisée en général, c'est le Scrum. Le Scrum, c'est très bien pour gérer les projets, ça l'est beaucoup moins pour gérer des demandes de support. Et quand on est une équipe plateforme, on a des demandes de support. Ce choix d'organisation a généré de la frustration, aussi bien au sein de la R&D qu'au sein de l'équipe plateforme. La méthodologie n'étant pas adaptée, l'équipe plateforme se sentait tout le temps dérangée dans ses projets par les demandes de la R&D, et la R&D trouvait que les demandes étaient mal adressées par l'équipe plateforme. Entre-temps, l'équipe plateforme s'est renforcée avec 2 personnes plus expérimentées, au moins en DevOps, dont moi. Et on est arrivé à peu près en juillet-août 2016 à faire ce constat que la méthodologie qu'on utilisait n'était pas bonne. Et ce qu'on a choisi, c'est de passer en Kanban. Parce qu'on connaît bien Kanban, et parce que sur Jira, c'est très simple, on fait un clic, on passe de Scrum à Kanban, et c'est réglé. Le Kanban, ça répond très bien aux besoins de support. C'est fait pour gérer des tickets, c'est fait pour gérer des priorités. Ça répond moins bien à une gestion de projet, mais avec une petite équipe de 6 personnes, des projets de la taille de cette équipe, on peut quand même arriver à les gérer. Le problème avec Kanban pour une équipe plateforme, il était tout autre. C'est qu'on n'avait plus aucune vision sur la roadmap de l'équipe plateforme. Et ça a été le vrai problème. Aussi bien dans l'équipe plateforme que dans la R&D, on ne pouvait plus dire à 3 mois, à 6 mois, quel allait être l'impact de l'équipe sur la R&D.
Ça a résulté, à la fin de l'année 2016, avec un turnover. On s'est retrouvé dans l'équipe plateforme à passer de 6 personnes en un mois ou deux à 2 personnes. Ces 2 personnes, c'était moi et un stagiaire. Autant vous dire, et je le comprends à vos rires, qu'en termes de productivité, c'était très compliqué. Donc on commence l'année 2017. Ah pardon, j'ai oublié. On a quand même fait une analyse de pourquoi est-ce qu'on en était arrivé là. Et notre analyse a été la suivante. C'est que le DevOps, ce n'est ni être dev, ni être Ops. Le DevOps, c'est avant tout de la communication. Et comme je l'ai présenté juste avant, on avait un problème à ce niveau-là. On commence donc l'année 2017 avec 2 enjeux. Premièrement, il faut reconstituer une équipe. Et deuxièmement, il faut qu'on trouve l'organisation qui nous correspond. Au niveau de la constitution de l'équipe, les choses étaient assez claires. On voulait des profils variés qui nous permettent de répondre aux différentes demandes qu'on pourrait avoir de services émanant de la R&D. Aujourd'hui, on a une personne qui a beaucoup d'expérience dans l'infra. On a une personne qui a beaucoup d'expérience dans le QA, qui a beaucoup d'expérience dans le dev. Et globalement, on a des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans les services qu'utilise Content Square. Je pense notamment à Elasticsearch, Hadoop Spark, les différents services qu'on peut utiliser, et aussi dans les langages qui sont utilisés à Content Square, notamment Scala et Node.js pour ce qui nous concerne. Avec ces prérequis-là, on a constitué aujourd'hui une équipe de 7 personnes qui répond aux besoins de la R&D. La deuxième partie, c'était l'organisation de cette équipe. Et pour ça, on s'est posé et on s'est dit, qu'est-ce qu'on attend d'une équipe plateforme qui doit répondre aux services de la R&D à Content Square? La première chose, c'est qu'on veut placer l'équipe plateforme en tant que fournisseur de services pour la R&D. Pour la plupart des gens qui sont dans ce cas, qui ont l'habitude d'utiliser des méthodologies DevOps ou même qui ont lu des bouquins d'infra as code et de tout ce que vous voulez as code, on produit des pipelines de déploiement, des pipelines pour builder nos applications. On se positionne en tant que fournisseur de services. La deuxième chose, c'était d'avoir une organisation qui permettait de répondre à la contrainte d'une startup qui est d'avoir une roadmap changeante et très serrée. La troisième chose, c'est que la plateforme devait avoir à la fois répondre à des besoins d'innovation et de support. L'innovation au travers de projets et le support au travers des demandes que peut formuler régulièrement la R&D. Et dans les objectifs d'organisation de cette équipe, j'avais 2 points qui me tenaient particulièrement à cœur. Le premier, c'est la vision de la mesure de l'équipe au travers de son impact. C'est un point, à mon sens, qui est vraiment différenciant pour un fournisseur de services. Et c'est le point de mesure qui me paraît le plus important. Pour des équipes de développeurs qui gèrent en général des projets, des équipes d'Ops qui gèrent en général des tickets, la vélocité est un bon indicateur. C'est celui qu'on retrouve très fréquemment en Scrum. Pour une équipe qui doit vraiment fournir un service, à mon sens, l'impact a beaucoup plus de sens. Le deuxième point, c'est la notion de plaisir. J'ai envie que dans mon équipe, les gens s'éclatent. J'ai envie qu'à des moments, ils puissent faire ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît le plus, parce qu'en général, c'est ce qui va avoir le plus d'impact
auprès de la R&D. Comment est-ce que j'ai résolu ça d'un point de vue organisationnel? Premièrement, on travaille en cycle court. On travaille en cycle court pour être sûr de pouvoir répondre et d'être aligné avec la roadmap produit. Deuxièmement, dans l'organisation, on a mis en place 2 groupes. Le groupe Feature et le groupe Core. Le groupe Feature gère la partie innovation au travers des projets. Et le groupe Core gère les supports, les demandes de support de la part de la R&D. On a 2 groupes qui, en fonction des cycles, sont mélangés pour que tout le monde trouve son compte et puisse découvrir des nouvelles choses et pas rester dans son travail. Et on a une petite particularité au niveau du groupe Core, donc celui qui répond aux demandes de la R&D, c'est que quand il n'y a plus de support, de demande de la part de la R&D, on attaque la dette technique. Et la dette technique au sein de l'équipe plateforme, elle est probablement un petit peu différente de ce que vous pouvez avoir l'habitude de voir. La dette technique, en général, elle se traduit concrètement par des problèmes de sécurité qui vont être réglés ou des problèmes de stabilité. Ça, pour nous, ça fait partie du contrat de base de l'équipe de plateforme. Ça ne fait pas partie de la dette technique. La dette technique, ça va plus être orienté sur l'amélioration des services qu'on fournit. Par exemple, si on fournit un build en 10 minutes, une dette technique, ça pourrait être de le fournir en 5 minutes. Parce qu'on sait comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Ce qui veut dire qu'au moment où on doit faire de la dette technique, il n'y a plus de priorité. On n'a pas un besoin d'adresser absolument un ticket plutôt qu'un autre. La différence entre les tickets, ça va être l'impact que va avoir la résolution du ticket. Et c'est là où les gens peuvent, les membres de l'équipe plateforme, peuvent prendre le ticket qu'ils veulent, celui qu'ils ont envie, et celui qui, à leur sens, va faire que leur travail va avoir le plus d'impact. Et enfin, le dernier point, c'est la communication. On a appris de l'organisation précédente qu'il fallait absolument communiquer. Au niveau de la communication, on va avoir 2 aspects, la communication interne et la communication externe. Pour ce qui est de la communication externe, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Tout simplement, une roadmap. Mais cette roadmap, ce n'est pas une roadmap technique, ce n'est pas une roadmap de projet. C'est une roadmap qui va s'adresser à nos clients, qui sont la R&D. Et elle se différencie en 2 points principaux. Le premier, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir la granularité la plus petite possible. Dans une roadmap technique, en général, la granularité, c'est le sprint. Au niveau de la plateforme, ce qui nous intéresse, ce qui va intéresser nos lecteurs, donc nos clients, c'est de savoir quand est-ce qu'on va avoir de l'impact sur leur travail. Et ça, qu'on l'ait dans 1 semaine, dans 3 semaines ou dans 1 mois et demi, ça ne va pas changer leur vie. Ce qui va changer leur vie, c'est de savoir qu'on va améliorer leur méthode de travail. Le deuxième point, c'est que quand on va livrer un service, dans cette roadmap, il n'y a aucun détail technique. On présente la roadmap de la manière dont on va adresser un besoin. Par exemple, si à un moment donné, on doit refondre notre segmentation réseau, sur la roadmap, ça n'a aucun sens. Ça parle à personne, quasiment à la R&D. Ce qui va les intéresser, c'est pourquoi. En général, c'est pour la scalabilité. Donc c'est ça qui va être affiché dans la roadmap. La deuxième chose, deuxième aspect de la communication, c'est évidemment la communication interne. On avait au début des réunions en daily,
classiques et des réunions en weekly pour les projets. Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas parce que je me suis aperçu que sur les deux groupes, on avait 3 vélocités différentes. L'équipe core qui résout des tickets qui a une vélocité haute, et les équipes projets qui vont avoir 2 types de vélocité. Quand ils vont être en phase divergente, donc en phase d'exploration, la vélocité va être basse en termes de reporting. Quand ils vont être en phase convergente, ils vont avoir une très haute vélocité. Donc il fallait pouvoir s'adapter à ça. Pour s'adapter à ces différentes vitesses, j'ai mis en place un design doc. Le design doc, on peut en trouver plein de définitions sur Internet, qui sont en général très bonnes. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui va nous apporter en termes de communication. En termes de communication, ce qu'il y a de super important dans le design doc, c'est la partie review. Parce que le design doc, il faut qu'il soit review au moins par toute l'équipe, plateforme en l'occurrence, voire la R&D. Et ça veut dire que s'il y a une review, soit on a compris le design, et dans ce cas-là, on peut suivre toutes les réunions sans aucun problème, on s'est remis à niveau, soit on ne l'a pas compris, on pose des questions, ou on challenge certains points, et in fine, le design final, tout le monde dans l'équipe l'aura compris. Et quand on se retrouve en réunion, qui sont très bien organisées, très ritualisées, je cherche mon terme, on n'est plus perdu. On sait exactement où est-ce qu'en sont chaque personne dans un groupe différent. Donc on met en place cette organisation qui fonctionne plutôt bien, mais à un moment donné, on a d'autres problèmes qui sont plutôt liés à la gestion du projet. Le plus important de ces problèmes, c'était la fin des projets. Typiquement, en fin de projet, on a eu 3 cas différents. Le premier, c'est un projet qui a été oversizé. Je pense que c'est arrivé à la plupart d'entre vous. C'est assez facile à régler. Le deuxième problème, c'est des projets qu'on livre, mais qui en fait ne sont pas terminés selon leur définition. La définition d'un projet terminé étant, chez nous, on livre un service, on fournit une documentation et on fait une démo. C'est pas très compliqué à régler ce genre de problème non plus. Le troisième était un peu plus pernicieux. On a livré le produit, on a fait la doc, on a fait la démo, et après, une personne vient et nous dit « Est-ce que vous pourriez rajouter cette feature ?» C'est une quick win, c'est-à-dire qu'on peut l'implémenter très rapidement et ça va apporter beaucoup de valeur. Donc forcément, la première fois, on a répondu oui. La deuxième fois, il y avait une autre idée, donc on a répondu oui aussi. Et le problème, c'est que de quick win en quick win, on arrive à un projet qui ne se termine jamais. Et ça, c'est pas possible. On a besoin de synchroniser nos projets dans l'organisation, on a besoin de démarrer des nouveaux projets. Donc il faut une fin. Pour mieux cadrer ces projets, j'ai mis en place un document que j'ai appelé la keynote. La keynote, c'est un contrat tripartite entre, d'un côté, le groupe plateforme qui va faire le projet, forcément. De l'autre côté, un PO qui est en fait un représentant de la R&D. Donc il n'a pas le titre de PO, mais dans ce document, il va servir de PO. Et la troisième partie, c'est le management qui va essayer d'avoir une vue transversale et regarder si la synchro est bonne entre les projets, quel va être l'impact du projet, sa synchronisation avec la roadmap produit, etc. Au niveau de la structure du document, elle est simple. Il y a une durée, mais il y a surtout l'expression des besoins pour le projet. En gros, on va avoir une négociation positive entre le PO, donc qui représente la R&D, et la plateforme pour dire
dans un certain temps, on pourra livrer le service, avec telle fonctionnalité, qui vont répondre à un besoin. Il n'y a rien de technique dans cette keynote. Il n'y a rien qui dit quel service, quelle technologie, quel code, quel hook on va utiliser pour arriver à délivrer ce service. Et là, vous allez me dire, mais si quelqu'un a une demande pertinente et une quick win, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être faite? Ça rentre exactement dans le cadre de la dette technique dont je vous ai parlé précédemment. Ça va être une amélioration du service, une amélioration de l'impact qu'on va avoir sur la R&D. Finalement, on a une relativement petite équipe, plateforme, de 7 personnes. On s'organise autour de 2 documents, le design doc et la keynote dont je vous ai parlé. On essaie de répondre à la fois aux besoins d'innovation et de support. Et j'ai essayé d'avoir une organisation la plus légère possible. S'il y a de la complexité, elle doit plutôt être reportée sur le management que sur l'équipe. Au niveau des projets, ils ont la totale liberté de s'organiser comme ils veulent. Et croyez-moi, ça a été très dur pour moi parce que j'étais technicien avant d'être manager et j'ai souvent envie de dire ce que je pense. Mais il faut se retenir. Et la dernière chose que je voulais aborder avant de terminer cette présentation, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en fait en préparant ce talk. Ça m'a permis de prendre, la préparation de ce talk m'a permis de prendre un petit peu de recul parce qu'on a tout le temps la tête dans le guidon et on a très souvent, au moins dans le cadre des startups, peu de fois le temps de prendre du recul, comme ça a été l'occasion ici. Et ça m'a permis de mettre en avant, de m'apercevoir de 3 axes de développement qui, à mon sens, sont les 3 critères qui vont permettre d'intégrer une bonne démarche DevOps au sein de sa R&D. Le premier, c'est la vision d'impact. J'en ai parlé tout à l'heure. À mon sens, c'est de cette manière qu'on peut le mieux mesurer l'impact d'une équipe vis-à-vis de la R&D ou d'autres équipes. C'est mieux que la vélocité, à mon sens. C'est mieux que le nombre de lignes produites par jour ou par mois. La deuxième notion, c'est le plaisir. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Et vous allez me dire, le plaisir, c'est vrai pour toutes les équipes. Vous avez tout à fait raison. Du coup, c'est vrai pour votre équipe également. Et la dernière, c'est la communication. On a suffisamment évoqué les frictions qui peuvent être générées entre dev et ops. On a suffisamment évoqué le fait que pour que ça fonctionne bien, les gens doivent se parler, parce que tout le monde a envie que ça fonctionne. La question, c'est comment? Ça se fait via la communication. C'est un point crucial pour réussir à faire une bonne équipe, une plateforme en l'occurrence, qui va rentrer dans une démarche de DevOps. Voilà. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et j'espère que tous les jours, vous prenez autant de plaisir que moi à faire du DevOps. Et bonjour. Rebonjour. Très bien. Bon, merci pour ce talk. Tu t'es digitalisé. Numérisé, Ah, s'il vous plaît.
Merci. Bon, je déteste digital. Bon, voilà. Donc, on a reçu plein de questions dans à peu près le même thème. Donc, je vais poser une petite synthèse de tout ça. Comment à la fois mesurer l'impact, mais aussi quantifier le plaisir? Alors, je vais essayer de traiter les deux indépendamment. Au niveau de la mesure de l'impact, je pense que c'est aussi difficile que de mesurer la complexité en Scrum. C'est pas une mesure qui est naturelle ou évidente. À mon sens, pour mesurer l'impact, on doit aborder la chose de la même manière qu'on va pouvoir suivre une requête dans toute une plateforme. Pour mesurer l'impact à la base, il faut regarder son effet à la fin. Donc on va essayer d'avoir la même approche. Aujourd'hui à Content Square, pour être honnête, on n'a pas suffisamment de data pour pouvoir faire ça comme on a l'impression qu'il faille le faire. Donc c'est très subjectif et c'est surtout aujourd'hui au retour de l'équipe R&D qu'on sait ce qu'on fait de bien ou de moins bien. Pour le plaisir, là c'est beaucoup plus simple. En tant que manager, tous les mois je fais des one-on-one, je discute avec chaque membre de mon équipe et je vois ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on a refait une réunion pour affiner le modèle d'organisation. Tout simplement. Oh, très bien, merci pour ça. Et une dernière question. Le fait que la dette soit traitée uniquement par l'équipe core ne déresponsabilise pas l'équipe feature? C'est un point dans l'organisation que j'ai pas bien détaillé, que j'avais un peu oublié dans la présentation. On est sur des cycles courts de 3 à 6 semaines et à chaque fin de cycle, les équipes sont remélangées. On essaie de faire ça intelligemment évidemment, mais il n'y a personne qui ne fait que de la feature ou personne qui ne fait que du corps. Donc en gros, j'exagère le trait, mais si on fait de la merde quand on fait son projet, ben on va le payer quand on va passer en équipe corps. Mais je vous rassure, ce n'est pas du tout la mentalité. Bon, merci pour ça et merci d'être venu et merci pour ce talk. Merci à vous.